Notre invité ce matin est le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Professeur Amouyel, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Quand va se terminer le troisième confinement? Quelles sont les perspectives sanitaires des mois qui viennent? Nous allons bien sûr, avec vous, professeur Amouyel, tenter de faire le point sur cette crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus d'1 an. Et tout d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur ce pass sanitaire que la France expérimente depuis hier soir et qui pourrait préfigurer le dispositif attendu fin juin par Bruxelles pour certifier les résultats des tests et la vaccination anti-Covid. Et puis également pour faciliter les voyages au sein de l'Union européenne. Est-ce que, comme en Israël, ce pass sanitaire pourrait contribuer à une reprise de la vie normale en France ? Est-ce un bon outil ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, c'est un bon outil. On commence à avoir déjà pas mal de gens qui sont vaccinés. Ça fait un peu moins de 15% de la population française. On espère que les chiffres vont augmenter. On a quand même entre 17 et 20% de la population française qui a déjà été touchée par le Covid, et ce pass contiendra également cette information, plus les tests qui sont réalisés. Tout ça va favoriser quelque part une reprise en douceur de l'économie et également, puisque c'est aussi pour ça que cela intervient au niveau de l'Europe, faciliter les déplacements, qui est une chose importante, ne serait-ce que pour l'économie du tourisme avec l'été qui arrive bientôt. Alors, Olivier Véran, le ministre de la Santé, évoque ce matin dans le journal Le Télégramme un déconfinement territoire par territoire, et le ministre de la Santé ajoute que depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie. De votre côté, est-ce que vous constatez cette décroissance annoncée par le ministre de la Santé ? Alors, concernant la décroissance, il faut l'observer d'abord au niveau national. Alors, au niveau national, on a plutôt un plateau qui reste quand même très élevé avec des niveaux de contamination importants. Alors, bien sûr, après le week-end, on a toujours peu de cas déclarés, mais c'est juste un biais. En revanche, on va remonter aux alentours de 30 000 cas, ce qui reste extrêmement élevé. Au niveau territorial, si je prends une région comme la mienne ou comme l'Île-de-France, on reste à des taux qui sont à plus de 400 cas pour 100 000 habitants, et ça a significativement baissé. Mais il faut voir qu'on a mis en place dans ces deux régions, par exemple, un confinement depuis maintenant presque 6 semaines. Donc on commence à avoir un effet sur des taux qui étaient très élevés. Maintenant, au niveau national, il y a des variations par territoire, mais néanmoins, la France reste partout au-delà du seuil d'alerte maximale, à part quelques départements qui sont entre 150 et 200 d'incidence. Alors, toujours à propos du déconfinement, le 16 avril dernier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, réaffirmait que le déconfinement, même progressif, était toujours programmé au 3 mai en France. Au vu de la situation actuelle, cet objectif tant espéré par les Français, même si selon des sondages, ils n'y croient pas vraiment, est-ce que ça vous semble réaliste et raisonnable ? Toute la question, en fait, se situe dans qu'est-ce qu'on appelle retour à la vie normale ou déconfinement programmé. Si, par exemple, c'est libérer très progressivement les mesures qui ont été mises en œuvre, je vais prendre par exemple la règle de déplacement de 10 km, l'impact, si on passe à 15, 20 ou 100 km, risque d'être relativement minime. Donc, pourquoi éventuellement s'en priver ? Si c'est la réouverture des écoles, comme ça devrait intervenir le 27 avril, là, c'est un peu différent. Il y a un bénéfice-risque qui est avantageux pour les enfants qui retournent à l'école. En revanche, il faut se préparer à cette réouverture. Or, actuellement, il n'y a pas eu d'annonce qui a été faite dans ce sens. Par exemple, la vaccination du personnel scolaire, par exemple, des protocoles dans les cantines. Donc, on a besoin de toutes ces informations. Et aussi, donner des dates est quand même un enjeu un peu risqué dans la mesure où on ne connaît pas encore, vu que ces mesures sont nouvelles, la vitesse avec laquelle l'épidémie va diminuer. On a vu qu'elle a l'air stabilisée. Pas complètement dans les hôpitaux, puisque dans les hôpitaux et les réanimations, on a l'impact des 3 à 4 semaines qui ont précédé, donc avant la mise en œuvre de ces mesures. Néanmoins, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Alors, voilà, vous annoncez votre prudence par rapport à ces mesures annoncées. Est-ce que d'une manière plus générale, vous pensez que ces mesures de freinage qui ont été instaurées lors de ce 3e confinement ont été suffisantes ? Est-ce qu'on peut en conclure, avoir quelques conclusions aujourd'hui sur les répercussions de ces mesures de freinage ? Alors malheureusement, c'est très difficile à dire parce qu'elles sont complètement nouvelles. On n'a aucune expérience. L'expérience qu'on avait sur les mesures de freinage sont celles de mars 2020 et celles d'octobre-novembre 2020, dans lesquelles on a vu
une diminution du pic à partir de 3 semaines et une réduction de 20 à 30% par semaine. Là, ça a l'air plus lent. On ne connaît pas l'impact que l'on va avoir. Peut-être que le démarrage est plus lent et que la course sera plus rapide. Impossible de le dire pour le moment. On n'a pas assez de chiffres et d'évolution. Il y a eu en plus ce fameux week-end pascal où il y a eu des problèmes d'enregistrement des cas avec des rattrapages. Donc pour faire des projections, ça rend les conditions extrêmement difficiles actuellement. Et là encore avec une imprécision qui ne permet pas de vous répondre immédiatement ce que ça va donner. On aura un peu plus d'infos d'ici une semaine ou deux, je pense. Alors, abordons, si vous le voulez bien, le problème des variants. On en parle beaucoup, ils inquiètent énormément. On a beaucoup aussi de définitions différentes de ces variants. On parle notamment du variant brésilien. Est-ce que celui-ci pourrait avoir le même parcours que le variant anglais en métropole? Et puis, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un variant? Alors en fait, quand un virus se multiplie, il fait de temps en temps des erreurs dans sa réplication, c'est-à-dire qu'il double son code génétique et il fait des erreurs. Et ces erreurs, la plupart du temps, n'ont aucun impact sur le virus, soit elle le tue complètement parce que c'est une erreur majeure, soit la plupart du temps, il ne se passe rien. Mais de temps en temps, ces mutations tombent dans des zones dans lesquelles elles lui procurent un avantage. Un avantage dans des conditions environnementales différentes, par exemple parce qu'il y a beaucoup de gens contaminés, ils cherchent justement à contourner le système immunitaire, quand il y a beaucoup de gens vaccinés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que là maintenant qu'on a près d'un an d'évolution et de séquençage, que c'est souvent au même endroit que tombent ces mutations, dans une protéine qui vient se fixer sur les cellules et favoriser l'infectiosité. Et on a vu comme ça net le variant qu'on connaît le mieux actuellement, c'est le variant britannique qui a une transmissibilité bien plus importante que les variants qu'on a connus précédemment. Mais pas forcément plus grave, avec des répercussions plus graves. Pour le variant britannique, parce que le variant britannique, on se pose la question quand même, parce que il y a plusieurs études qui montrent qu'à l'hôpital, apparemment, il n'y a pas plus de gravité, mais quand vous êtes à l'hôpital, c'est que déjà vous êtes dans une situation de gravité. Les études qui sont montrées et qui sont développées en population, il y a une étude anglaise, elle a tendance à montrer que la mortalité est plus élevée et que la gravité est élevée de l'ordre de 60%. Ce qui correspondrait assez bien à ce qu'on voit, c'est-à-dire des formes de plus en plus jeunes. Bien sûr, il y a l'effet de la vaccination des plus fragiles, mais également chez des sujets qui ont de moins en moins de comorbidité, donc une agressivité un peu plus importante. Et concernant le variant brésilien dont on parle beaucoup et qui inquiète énormément et qui a fait, on a fermé l'espace aérien en France pour les personnes arrivant du Brésil. D'abord, est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que ce variant brésilien pourrait avoir justement le même parcours que ce variant anglais en métropole? Justement, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Il ne faut pas se retrouver dans la situation qu'on a connue pour le variant britannique. Je vous rappelle que dès le mois de janvier, on était plusieurs épidémiologistes à dire attention, ce variant va devenir majoritaire à partir du mois de mars, puis ensuite prendre la main et changer la phase de l'épidémie. Et c'est ce qui se passe actuellement. Bon, maintenant, on le sait. On sait qu'il y a ce variant brésilien qui prolifère en particulier au Brésil et en Amérique latine. Il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de le surveiller, de ne pas faire comme on a fait initialement des tests aléatoires, mais vraiment de le surveiller sérieusement, de limiter son introduction sur le territoire. Ça va être très difficile, mais c'est une mesure qui est importante. Et surtout, de vacciner le plus vite possible, parce que plus on lui laisse de place pour circuler, plus il va avoir tendance à se développer. Et ça, si on regarde la projection, ce serait probablement pour l'été. Donc c'est dès maintenant qu'il faut prendre des mesures pour contrer une 4e vague épidémique. Alors, vous parliez à l'instant des vaccins. L'Agence européenne des médicaments doit rendre aujourd'hui son avis sur le vaccin Johnson & Johnson. Celui-ci est actuellement, rappelons-le, suspendu aux États-Unis après la découverte de 6 cas graves de caillots sanguins, dont un mortel. Est-ce que le doute est énorme dans la population aujourd'hui concernant notamment le vaccin AstraZeneca? Il en va peut-être aller de même avec le vaccin Johnson & Johnson, ce qui risque de ralentir la campagne de vaccination. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on perd des armes pour lutter rapidement et obtenir cette immunité collective tellement recherchée par les différents pays. Ce qu'on constate, c'est quand même que c'est un certain type de vaccin qui semble présenter ces problèmes. C'est ce qu'on appelle les vaccins adénovirus. D'ailleurs, le vaccin russe est également un vaccin de ce type-là, mais on n'a pas d'informations sur... Le Sputnik, oui c'est ça, Gamaleya Sputnik V. Là, on n'a pas d'informations actuellement sur celui-ci. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une question de balance bénéfice-risque. Regardez les Anglais, ils sont sortis actuellement
presque comme Israël des phases épidémiques, ils commencent à ouvrir largement, mais c'est grâce massivement à une vaccination par l'AstraZeneca à une dose en particulier. Eux ont calculé ce qu'on appelle le bénéfice-risque, c'est-à-dire à partir de quel âge on a plus de risques de faire une complication que d'attraper et de faire un Covid grave. Ils ont fixé cet âge à 30 ans, donc ils ne vaccinent plus en dessous de 30 ans. Nous, on a fixé un âge en France à 55 ans, donc qui est très conservateur. Donc dans ces conditions, oui, il faut pouvoir continuer et surtout vacciner les gens qui le veulent. Il y a des personnes qui sont extrêmement motivées pour cette vaccination, qui comprennent bien ce risque. Vaccinons-les, et en particulier si elles acceptent ce vaccin AstraZeneca. Alors, on arrive au terme de notre entretien. J'aimerais voir votre prospection sur l'avenir, même si c'est difficile effectivement de faire des prévisions. Mais comment est-ce que vous voyez la situation sanitaire évoluer là dans les prochains mois? Et à quel moment vous envisagez une sortie de crise? À quel moment on pourra dire on en est sorti? Écoutez, le début de la sortie de crise, c'est quand même l'arrivée des vaccins. Il faut être clair là-dessus. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre, cette sortie de crise? Je pense que ce qui est essentiel, c'est de vacciner le plus vite possible et le plus grand nombre de personnes. Normalement, les limites aujourd'hui en France, c'est essentiellement les stocks de vaccins. Donc ça devrait se débloquer à partir de la fin avril, début du mois de mai. On va pouvoir vacciner. Deuxième élément, c'est de convaincre les gens de se faire vacciner. Et le troisième élément, c'est finalement d'arriver peut-être à la rentrée avec un élargissement du champ de vaccination, si on n'arrive pas, en particulier vers les adolescents. À ce moment-là, on sera dans des conditions qui limiteront la circulation du virus. Mais il va falloir faire attention aux variants brésiliens, on en a déjà parlé, à l'arrivée de l'hiver et de la grippe, puisque cette année, on n'a pas eu du tout de grippe. Absolument. Donc il manque une immunité collective contre la grippe, donc il va falloir faire attention. Et ensuite, au printemps. Une fois qu'on aura fait tous ces éléments, qu'on aura peut-être la nécessité d'avoir une troisième vaccination, on peut imaginer qu'aux alentours du printemps ou de l'été 2022, on puisse peut-être commencer à tomber les masques. Eh bien, c'est sur cette note d'espoir que nous terminons notre entretien. Professeur Amouyel, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Très belle journée à vous.